Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Alors au sommaire aujourd'hui, la fête de la musique pour démarrer l'été. Les chorales et les groupes investissent des lieux insolites et vous découvrirez cela dans un instant. Nous irons aussi à Beniguet, dans l'archipel de Molène. L'île est un repère pour les oiseaux. Et nos invités nous donneront des idées pour aller vers un monde meilleur. Dénès Lostis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Nature Environnement et à vos côtés Frédéric Danhé. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous signez ce livre « S'engager pour un monde meilleur » à l'intérieur des conseils pour les consommateurs, les citoyens. Un livre publié entre la COP21 et les prochaines présidentielles de 2017 et on en parle avec vous dans un instant. Et sur ce plateau également Didier Chrétien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet au Fort Saison et vous avez besoin de 10 000 € pour restaurer la tour du fort. Et on parle à la fin de cette édition dans l'instant coup de pouce. Mais tout de suite un point sur l'actualité de ce mardi 21 juin en Finistère et en Bretagne. Et on ouvre cette édition avec une page justice. La Cour de cassation a validé ce mardi 21 juin le non-lieu prononcé dans le cadre de l'enquête sur le naufrage du Bugalet-Braise. Une décision qui enterre tout nouvel examen du dossier par la justice française, à moins que de nouvelles preuves n'apparaissent avant la fin du délai de prescription établi à 3 ans. De l'autre côté de la Manche, en revanche, la justice continue son travail. Une pré-inquest a été ouverte à Truro, en Angleterre. Le chalutier Bugalet-Braise avait disparu en mer en 2004. 5 marins avaient péri lors de ce naufrage et les circonstances de ce drame n'ont toujours pas été mises à jour. Nous avons déjà évoqué ce problème sur notre antenne. Depuis le 1er mai, les extractions judiciaires ne sont plus effectuées par la police et la gendarmerie, mais par l'administration pénitentiaire. Pour le Finistère, ce service de transfèrement des détenus est désormais assuré par une équipe basée à Lorient. Cette transition ne se fait pas sans quelques ratés. Le mois dernier, déjà à Quimper, un détenu mis en examen pour trafic de stupéfiants avait été remis en liberté à cause d'un défaut d'extraction. Ce mardi, le cas s'est répété au tribunal de grande instance de Brest lors de l'audience correctionnelle. On écoute Éric Maté, le procureur de la République de Brest, au micro d'Anaïs Plateau. Ce monsieur devait comparaître, c'est ce qui était prévu, détenu. Le 9 juin, il devait être extrait. Il n'a pas pu l'être ni par l'administration pénitentiaire, ni par les services de police. Le tribunal avait renvoyé, et c'était un ultime renvoi, à l'audience d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ni l'administration pénitentiaire, ni les services de police n'ont pu l'extraire, et donc il a nécessairement, en application de la loi, dû être remis en liberté, sous contrôle judiciaire, mais remis en liberté. Une situation totalement aberrante pour le procureur de la République de Brest. Il tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. On l'écoute toujours au micro d'Anaïs Plateau. On est à un quart d'heure en voiture entre la maison d'arrêt de Brest et le tribunal de Brest. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit des agents de l'administration pénitentiaire qui viennent de Lorient, qui fassent 2 heures de route pour extraire un détenu? L'organisation qui a été retenue dans la cour d'appel de Rennes est une organisation qui n'est pas viable, qui, à mon avis, n'est pas rationnelle et en tout cas est incompréhensible. Nous sommes amenés à un taux de renvoi de 27% actuellement. C'est un taux qu'on n'a jamais atteint jusqu'à présent. La solution, ce serait soit de renforcer de manière importante les effectifs du pôle d'extraction de Lorient, soit encore mieux, et ça me paraîtrait évident avec une maison d'arrêt à 455 détenus à l'écrou, il faudrait créer un pôle d'extraction judiciaire à Brest qui permettrait de servir les juridictions de Brest et de Quimper. Le 21 juin, c'est la même rengaine, une douce mélodie qui revient à la fête de la musique. Des rythmes, des cadences, des accords résonnent dans des lieux où on ne les attend pas. De l'improvisation vocale à la gare de Brest jusqu'au chant de marin dans un cimetière. Camille Pochet et Sarah Dutot nous font découvrir quelques pépites cachées de cette fête de la musique édition 2016. Une surprenante découverte musicale attendait les passagers de la gare de Brest ce mardi midi. Frédéric allait prendre son train un peu en avance. D'habitude, elle s'ennuie, mais aujourd'hui, elle savoure. La fête de la musique dans un hall de gare s'est décalée et ça lui plaît. Non, on pense plutôt à des chanteurs connus ou des choses comme ça, plutôt que de l'art contemporain ou ça, ouais, ce genre de choses. Ça change de... Enfin, je trouve ça bien.
que l'art se déplace un peu partout, même dans les lieux publics comme ça, comme une gare. Le public improvisé est attentif, intrigué, voire charmé. Mais pour les chanteurs aussi, c'est une première. On change pas mal de choses. Déjà, c'est très grand. Les gens s'attendent pas à ça, les gens qui viennent de leur train. Du coup, c'est un peu spécial. Genre, quand on croise des gens, les annonces aussi. Il y a eu des annonces pendant qu'on chantait. Donc voilà, faut faire avec. Mais c'est marrant, quoi, ça change. Je pense qu'il faut bien prendre conscience d'où on est aussi et essayer de nourrir l'impro avec ça. Après la gare, direction le cimetière de Carpentras. C'est là qu'ont élu domicile les gars de l'Almanach. L'Almanach, salut bon frère. La mairie leur a proposé ce lieu insolite. Ils ont dit oui, l'occasion de faire une nouvelle expérience. C'est peut-être une idée qui paraît bizarre comme ça, mais après tout, pourquoi pas, hein. Nous, notre plaisir, c'est de chanter, donc dès qu'on est sollicité, on y va. Donc on joue le jeu, on tente cette expérience. Les marins, sous le soleil, ont même réussi à faire chanter leur public. C'est notre gloire, oui. Le marin cherche le vrai, le bon, le meilleur progrès. Et on part en mer à présent à la rencontre de jeunes talents de la voile. Une trentaine de jeunes font partie du pôle espoir de la voile de Brest. La structure encadre des sportifs de haut niveau. Et parmi ces jeunes, Thomas, André et Justin Barada, tous les deux 16 ans, ils font équipe en 420 depuis 2 ans. Leur avenir sportif semble prometteur. Anaïs Plateau a assisté à l'un de leurs entraînements. Ce mercredi après-midi, le temps est idéal dans la rade de Brest. Du soleil et du vent, 2 ingrédients parfaits pour la pratique du 420. Et 4,20 m, c'est la longueur du dériveur sur lequel Thomas André et Justin Barada naviguent à l'aide du vent. On va pouvoir avancer juste avec la force du vent, quoi. C'est pas dingue, alors que normalement on a besoin de moteur et tout. Il fait une sensation assez magique, des fois l'hiver, il y a du vent. On va vraiment très vite du coup, c'est comme génial, quoi. Il faut qu'on peut vite arriver à haut niveau, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Et du coup, on arrive vite au niveau international. Et c'est comme génial de pouvoir se confronter avec des gens qui viennent de tous les pays, quoi. Les 2 régatiers pratiquent la voile depuis leurs 9 ans. Aujourd'hui âgés de 16 ans, ils sont étudiants en sport-études au lycée Kérichen de Brest. Ils s'entraînent 3 fois par semaine dans la rade, en plus de leur préparation physique. Leur entraîneur René Bagé les suit depuis leur entrée au pôle espoir de voile de Brest en septembre 2015. Ils ont toujours fait dans les 5-6 premiers sur toutes les épreuves là, depuis septembre. Donc c'est vraiment un équipage en devenir qui a un réel potentiel. Comment vous décririez le binôme Justin-Thomas ? Un carré et un rond. Voilà. Une association qui va pas si mal que ça. Thomas tient la barre, Justin, lui, est équipier. En juin, ils ont affronté les meilleurs sportifs italiens et russes à la Youth Cup de Saint-Pétersbourg. Ils sont arrivés en 3e place. Sur plusieurs courses, malgré un mauvais départ, ils sont arrivés en bonne position, d'où leur expression fétiche. Never give up. À La Rochelle, à une manche où on était dans les derniers, on s'est donné à fond et au final ça a payé, on termine premier à la course. Du coup, on prend ça comme exemple et on n'abandonne jamais. Les 2 coéquipiers souhaiteraient pratiquer le 470 dans le futur. En attendant, les coureurs et leurs bateaux sont au repos. Leur prochaine étape, les championnats du monde à San Remo en Italie du 15 au 23 juillet prochain. Ils espèrent y faire un bon classement et pourquoi pas monter sur le podium. On reste au large et on va près du Conquet où une île résiste encore et toujours à l'envahisseur. L'irréductible de Béniguette est classée réserve naturelle depuis 1993. Les 60 hectares de cette terre concentrent de nombreuses espèces qui élisent domicile pendant les périodes de reproduction. Embarquement immédiat pour l'île aux oiseaux avec Margot Durand. Huîtrier pie, grand gravelot, ces noms ne vous disent peut-être rien, mais à Béniguette, ils sont les maîtres de ces lieux. Depuis un arrêté préfectoral de 1993, l'îlot est interdit au public. La tranquillité donc incite les oiseaux nicheurs à s'installer sur l'île pendant leur reproduction. De mai à juillet, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure les inventaires de ces espèces. Alors depuis plusieurs années, on suit la population nicheuse. Le nombre de cormorans sur Béniguette est en augmentation. Cette année, on est à 250 couples de cormorans nicheurs. Et donc ça a vraiment été une augmentation exponentielle. Enfin, l'habitat typique de reproduction, c'est les falaises. Et puis dans la partie sud de Béniguette, on a des falaises qui correspondent à leur exigence pour nicher. D'un côté, des espèces qui augmentent continuellement, mais l'île s'est aussi vue désertée par certaines populations.
le goéland brun, qui avait jusqu'à 8000 couples à Béniguette, n'en compte plus que 1500 couples environ. Et les goélands bruns dont nous parlions s'alimentent en bonne partie derrière des bateaux de pêche. Donc les flottilles d'un port évoluent dans leur façon de pêcher et très probablement la flottille du port du Conquet a évolué ses façons de pêcher et est maintenant moins intéressante pour les goélands, alors que très probablement les flottilles du sud du pays bigoudin ont elles développé des techniques de pêche qui attirent plus les goélands. Outre le suivi de la faune, l'ONCFS assure aussi une mission de surveillance sur la morphologie de l'île. Soumis au phénomène de l'érosion, le territoire s'est considérablement modifié. Sur la partie la plus fragile au centre de l'île, on a perdu d'un côté des galets, de l'autre côté de la dune, et l'île s'est rétrécie de plus de 20 mètres. De plus en plus de grosses tempêtes en hiver, il y a eu de plus en plus fréquemment de l'eau de mer qui rentre dans l'île. Et donc cette eau de mer ouvre des brèches, modifie la physionomie, et donc effectivement il y a des faciès d'érosion et des modifications permanentes des habitats qui sont très marquées sur du très court terme. Si Béniguette est la plus grande des îles non habitées de l'archipel de Molène, elle n'en est pas moins infréquentée. Ce petit coin de paradis prisé par les oiseaux est une terre à conquérir et parfois une question de vie ou de mort pour les prédateurs. Et Béniguette est sans doute à l'image du monde défendu par nos invités qui s'engagent pour un monde meilleur. Avec leur ouvrage, ils veulent conseiller les citoyens, les consommateurs. Et on en parle tout de suite avec eux, c'est l'instant invité. Alors Frédéric Danhé, vous êtes journaliste à France Inter, auteur de cet ouvrage, S'engager pour un monde meilleur. Et Dénès Lostis, vous êtes le président de France Nature Environnement, une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement qui compte près de 850 000 adhérents. Vous sortez conjointement cet ouvrage, S'engager pour un monde meilleur. Qu'est-ce que vous reprochez au monde d'aujourd'hui ? Vas-y Dénès. Dénès Lostis. C'est toi le breton. Ah, c'est pas seulement la Bretagne que vous reprochez quelque chose. De toute façon, il n'y a pas de frontière sur les enjeux que nous mettons en avant. Ce sont des enjeux qui sont des enjeux à caractère international. Donc la question n'est pas simplement posée en Bretagne, en France, en Europe. Ce sont souvent des questions à l'image de ce qui se passe en matière climatique, en matière de biodiversité qui concerne l'ensemble de la planète. Donc aujourd'hui, nous considérons qu'un très grand nombre d'actions qui sont menées au quotidien par les gouvernements, par les citoyens, vont à l'encontre du bon état de notre planète. Et on a besoin d'un bon état de la planète pour être nous-mêmes en bon état et pour avoir des activités économiques qui soient également en bon état. On a besoin d'un environnement qui soit correct. Aujourd'hui, on nous parle énormément, par exemple, de pollution par les particules, y compris à la campagne. Ce sont des problèmes qui touchent directement la santé de tous les habitants. Jean Jouzel, le glaciologue, a signé la préface de cet ouvrage. Il parle d'un manifeste. Est-ce que c'est dans ce sens que vous avez écrit ce livre, Frédéric Danhé ? C'est une alerte. Effectivement, le monde d'aujourd'hui n'est pas pérenne, dans le sens où il puise trop sur nos ressources, et les ressources humaines et les ressources naturelles. Et donc oui, c'est un manifeste pour la société, pour les futurs candidats à la présidentielle. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont déjà nombreux. On verra combien il en restera à la fin. Il ne restera pas beaucoup de toute façon. Pour leur dire, voilà, il y a encore temps de faire des choses. Et c'est des choses assez simples, mais qui, quand on tire le fil, remettent en cause le fonctionnement de la société tel qu'il est. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de catastrophique. Il y a juste nécessité d'adapter notre mode de vie, notre mode de fonctionnement à un monde qui, de toute façon, va changeant. Alors justement, adapter notre mode de vie, les chapitres débutent par une mesure pour s'engager maintenant et puis vous donner un conseil pour les citoyens, les consommateurs. Vous vous adressez directement à eux. C'est l'objectif de cet ouvrage, remettre le citoyen au cœur des préoccupations écologiques, des décisions ? Montrer au cœur, pas forcément, mais montrer que et le citoyen et les élus, et le citoyen et l'État, et le citoyen et les collectivités ont leur part à faire dans cette grosse machine qu'est notre société, et que si chacun attend de l'autre, vous savez, en France on a toujours tendance à se tourner vers l'État ou la mairie dès qu'il y a une ampoule qui claque. Là non, c'est de dire que oui, on peut changer l'ampoule soi-même. Non, ce qu'on veut dire par là, c'est que chacun a le pouvoir de faire quelque chose. C'est pas chacun dans son coin qui fera avancer les choses, et c'est pas si chacun attend que l'autre fasse quelque chose que ça avancera. Donc chacun a le pouvoir de faire quelque chose, un petit geste. Un petit geste par exemple. Qu'est-ce que vous... un petit geste, un petit conseil comme ça. Un petit conseil, mesurer ses déplacements. C'est toujours le conseil que l'on donne, mais ici en particulier à Brest, prendre le tramway plutôt que la voiture, mine de rien, c'est un geste politique parce que c'est derrière tout ça, il y a un aménagement du territoire, il y a un aménagement urbain qui est différent et qui va pour le coup vers une économie de moyens, vers une économie d'énergie, c'est un bon signal qu'on donne aux politiques de faire ça. Alors
vous balayez de nombreux thèmes dans le livre, l'agriculture, la consommation, l'urbanisme, la mer. On va s'arrêter sur quelques-uns des sujets qui nous concernent ici en Finistère. On va commencer par l'agriculture. Alors en Bretagne, on a une grosse production autour de la viande de porc, mais aussi des légumes. Vous recommandez par exemple d'interdire les pesticides, les néonicotinoïdes, responsables de la disparition des abeilles. Avant d'en discuter avec vous, on va écouter Bernard Gézéquiel. C'est un habitant du nord du département qui a témoigné il y a quelques semaines sur le site de Génération Future. Il se déclare comme une victime des pesticides après avoir travaillé pendant plusieurs années dans les serres de tomates. On écoute son témoignage recueilli par Frédéric Lorenzo. J'avais des démangeaisons terribles, tout ça malgré traitement médical à la cortisone et choses comme ça. Au bout de 2 ans, le médecin du travail m'a absolument interdit de retourner dans la serre. À peu près à la même époque, on a détecté un problème de thyroïde, grosse fatigue, etc. Voilà. Dès que j'ai quitté sur ordre du médecin du travail la serre, j'ai aussi arrêté la cortisone du jour au lendemain et la situation est rentrée dans l'ordre. Je pense qu'il faut effectivement que ce sujet soit abordé sérieusement et qu'on voit s'il y a une alternative. Et personnellement, je pense qu'il y a une alternative. Alors on entend Bernard Gézéquiel. Pourquoi est-ce que la communauté scientifique ne déclare pas plus formellement le lien entre pesticides et problèmes de santé? Il ne l'avère pas plus réellement. Est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas? Alors, je pense que, alors, vous avez évoqué la communauté scientifique, mais je pense que c'est d'abord aussi à la communauté médicale de se mobiliser. Alors, il est vrai que chaque médecin dans son coin n'a pas la capacité de voir l'impact global, mais il y a aujourd'hui des systèmes qui permettent de rassembler toutes ces informations. Donc faut voir qu'il y a un poids des lobbies en France et en Europe énorme sur dans le milieu agricole, dans le milieu chimique et dans le milieu économique tout court, y compris auprès des gouvernements. Donc que ce soit si on prend les pesticides les plus connus comme le Roundup, ce sont des multinationales gigantesques, type Bayer en Europe, qui jouent un rôle économique de poids, mais qui jouent aussi un rôle sanitaire déplorable et très négatif. Donc nous battons David contre Goliath. On n'a pas tous les jours capacité à faire bouger des directives européennes, des lois, des législations. La preuve, c'est qu'en France, nous avons un mal fou à interdire un certain nombre de pesticides, et même la communauté européenne, l'Union européenne, souhaite remettre à l'ordre du jour le glyphosate, qui est l'un de ces nombreux poisons qui concernent à la fois l'agriculture, mais aussi notre vie quotidienne. Alors, parmi les autres thèmes, il y a aussi l'énergie qui est abordée dans cet ouvrage, et vous affirmez, Frédéric Denré, que la voiture propre n'existe pas. Non. Alors, tous ceux qui ont acheté une voiture électrique vont mal le prendre? Non, la voiture électrique c'est très bien en zone urbaine où on a des petits trajets à faire, où on a à décélérer, à s'arrêter régulièrement ce qui recharge la batterie, mais en zone non urbaine, rurale, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, en soi, de la même façon qu'aucune source d'énergie n'est tout à fait propre, aucune voiture n'est parfaitement propre, tout simplement parce qu'il faut la fabriquer, tout simplement parce qu'il faut la démanteler ensuite. Mais ça on le sait, notre mode de vie est en soi polluant, et tout ce qu'on dit c'est qu'il faut limiter au maximum les polluants, mais ne pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est pas parce qu'on roule en voiture électrique qu'il faut se débarrasser de toute interrogation. Ça ne réglera absolument pas le problème, et en tout cas à Paris où j'habite, un bouchon en électrique et un bouchon en diesel c'est toujours un bouchon. Le problème de la voiture c'est la voiture elle-même, l'occupation. C'est la voiture elle-même le problème, donc il faut éliminer les voitures? Non, pas en zone rurale, c'est pas la question. C'est le tout voiture, c'est-à-dire tout centré sur la voiture, organiser l'aménagement, ou plutôt le désaménagement du territoire sur le tout voiture, c'est-à-dire considérer que les courses ne peuvent se faire que dans des hypermarchés sous prétexte que tout le monde a une voiture. Et ça bouffe de la terre agricole. Mais ça, le citoyen, pour le coup, est un petit peu en difficulté face à ces désaménagements du territoire, voilà. C'est des politiques publiques. Exactement. Comment est-ce que lui peut intervenir sur des domaines comme celui-là? C'est très difficile. Là, il faut une action commune à la fois des pouvoirs publics, il faut une action commune du consommateur. Le consommateur a le pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter, d'aller ou de ne pas se rendre dans les hypermarchés, mais c'est très difficile. On est dans un système totalement imbriqué dont on commence à payer la facture, en fait. Et la facture, c'est le temps perdu pour aller dans ces magasins. La facture, c'est la désespérance agricole liée à l'existence de ces magasins. C'est le désaménagement du territoire lié à ça.
c'est vraiment, vous voyez, quand on tire le fil, c'est vraiment la structure de la société qui est à changer, qui est à modifier. Une dernière question, Denez Lostis au sein de France Nature Environnement. Est-ce que vous sentez que les choses évoluent, que l'écologie devient un sujet de plus en plus prégnant au cœur de la société? Je sais qu'on a fait le vivre ensemble. Hein. Oui, oui, moi, bien France sûr. Nature Environnement, Oui. je précise. Bien sûr, oui, mais en fait, il s'agissait pour nous que Frédéric traduise dans des propos les plus clairs possibles l'ensemble des positions de France Nature Environnement. Donc, pour revenir à votre question, je crois qu'un certain nombre d'idées à caractère écologique ou environnemental pénètrent la société, mais il faut bien se rendre compte que depuis quelques années, pour nous, on est dans un système régressif face à la crise qui a été déclenchée ailleurs, mais il y a aussi une crise écologique majeure, et les réponses ne sont absolument pas adaptées aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, malgré quelques efforts ici ou là, une loi de transition énergétique, une loi sur la biodiversité. Une COP21 quand même. Une COP21, mais qui ne se traduit pas pour l'instant de manière suffisamment claire dans les choix énergétiques de la France, même si la France est loin d'être le pire des États dans ce domaine, donc encore de très gros efforts à réaliser. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. On rappelle votre livre « S'engager pour un monde meilleur » sorti chez Flammarion. Et puis à noter aussi ce hors-série de Bretagne Durable sorti au mois de mai que vous pouvez encore retrouver dans les kiosques. Il y a Denez Lostis à l'intérieur aussi. Le magazine Bretagne Durable change d'ailleurs de peau à la fin du mois pour s'appeler Sans transition. Et on passe tout de suite à l'instant coup de pouce. Alors Didier Chrétien, vous êtes chargé de projet au Fort Saison. Tout d'abord, expliquez-nous, pour les téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas, qu'est-ce que le Fort Saison ? Le Fort Saison, c'est un fort dans une petite île qui est au milieu de la Berverac, à l'entrée de la Berverac, dans le Nord Finistère. C'est une île au trésor qui cache beaucoup de monuments, d'édifices qui datent pour les uns de Vauban, d'autres de Napoléon III. Et puis c'est une île qui a été investie dans le mur de l'Atlantique, qui fait partie du mur de l'Atlantique. Donc il y a eu 17 blocos d'érigés lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça a aussi été un lieu de récréation et d'aventure pour tous les gamins du village qui ont passé le mur. Alors... Moi aussi, j'étais plus tout à fait un gamin. J'ai fait le mur il y a quelques années. Voilà, donc c'est aussi un terrain d'aventure, mais un trou noir. mélange de patrimoine historique. C'est un patrimoine historique, c'est aussi un patrimoine naturel. Nous sommes dans une zone Natura 2000, dans un site naturel classé, et voilà. Et c'est tout ça. Et donc c'est une île accessible à marée basse. Et que vous êtes en train de retaper avec toute une association et vous êtes à la recherche de financement via la plateforme participative d'Artagnan. Vous avez besoin de 10 000 €. À quoi va servir cet argent ? Au moins. Au moins 10 000 €. C'est voilà. L'association, nous avons un bail désormais avec le propriétaire qui n'a pas les moyens de l'entretenir et qui nous a consenti un bail amphithéotique de 20 ans avec une garantie supplémentaire de 12 ans. Donc ça fait 32 ans d'ouverture au public. C'est-à-dire cette île qui était fermée à tout le monde est désormais ouverte. Mais cela dit, ça reste une fortification qui était d'abord prévue pour des soldats et non pas pour des promeneurs. Donc il y a tout un tas de travaux à mener. Et puis il y a une tour en particulier, la tour qui est vraiment phénoménale. Et c'est de ce haut de la tour, on a une vue. On a une vue absolument magnifique, je confirme. Magnifique, ouais. Voilà. Et elle menace de s'écrouler, cette tour. Alors il y a des remparts qui sont endommagés, la tour menace de s'écrouler. Donc il y a des travaux d'urgence à mener. Ce sont des grosses opérations. Il y a une partie des travaux qui va être faite par des entreprises, mais c'est un chantier qu'on lance pour au moins 20 ans avec des volontaires venus du monde entier. Et nous avons nos premiers inscrits là qui viennent cet été, qui viennent de Chine, qui viennent d'Égypte, qui viennent de Tunisie, d'Angleterre. Voilà. Et puis quand même beaucoup de personnes aussi qui viennent de France et qui investissent de leur temps et de leurs vacances pour venir apprendre des techniques de restauration et puis apprendre aussi à vivre dans un lieu, je dirais, sans eau courante, sans électricité. Et ça, c'est un état de fait qu'on n'a pas envie de changer. Donc on va apprendre à vivre dans ces conditions-là. Et nous avons besoin à la fois du temps, des coups de main, mais aussi d'argent. Et donc nous avons lancé avec D'Artagnan, qui est une plateforme comme il en existe beaucoup, mais une plateforme de crowdfunding spécialisée sur le patrimoine. Voilà, avec l'aide du réseau Rempart auquel nous sommes affiliés. Alors le réseau Rempart, c'est un réseau de 170 associations locales qui œuvrent toutes dans le domaine du patrimoine et qui, selon une démarche d'éducation populaire,
Voilà, avec des gens qui apprennent, qui font, qui prennent des responsabilités, qui co-animent. Voilà. En gros, c'est une aventure entre des citoyens. Et à terme, qu'est-ce que vous voulez faire du Fort Saison alors? Déjà travailler ensemble, en soi. Le chantier est lui-même déjà un espace d'expérimentation. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais tenu un outil de leurs mains, qui n'ont jamais travaillé avec d'autres, qui n'ont pas participé, organisé ensemble les chantiers. Déjà en soi, c'est une chose. Mais il va y avoir aussi de nouveaux usages de cette île. En particulier, ce sera peu à peu un lieu de création artistique. Ce sera aussi un lieu de rencontre culturelle, pas forcément artistique, de rencontre sociale. Des lieux d'expérience pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'occasion de vivre et de participer quand même à quelque chose qui peut donner de la fierté quand même. Enfin, faut aller le voir, ce site. Et puis enfin, merci beaucoup en tout cas Didier Chrétien. Je suis désolée, le temps nous manque, mais merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de l'Instant T. Bonne soirée.